Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée, rien ne bouge. On débute avec Info 10, le journal local et régional. On poursuit avec le Focus en deuxième partie, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 6 juillet 2023 et les forces de l'ordre lancent un appel à témoins ce jour. À 8h ce matin, un piéton a violemment été percuté par une camionnette de marque Renault Master. L'incident est survenu sur la nationale 6 à Petit Canal au niveau de la section de Maisoncelles. Suite à l'accident, le conducteur a pris la fuite. Alors si vous avez été témoin de cet accident et avez quelconque information, veuillez composer le 17. Emmanuel Macron envisage de réduire la durée des grandes vacances scolaires. Pour le président, les 2 à 3 mois de rupture avec les établissements sont trop conséquents, surtout pour les enfants de familles en difficulté. Ces derniers ne disposeraient pas des moyens d'avoir des cours particuliers et reviendraient en septembre avec un niveau en baisse. Nous sommes partis à votre rencontre voir ce que vous pensez de cette réduction probable du temps des vacances scolaires. Regardez. Réduire les vacances scolaires pour les inégalités. Oh là, je comprends pas. Je suis un petit peu contre. Parce que, à vrai dire, nous, parents, on prend les vacances là maintenant en juin. Mais en août, on est déjà en train de refaire des démarches pour la cantine, pour ceci, pour cela. Donc, c'est comme si on a un seul mois de vacances, hein, c'est juillet seulement. C'est les parents qui doivent dire ce qu'ils pensent vraiment de ça. À mon avis, ça peut y changer grand-chose. Non, pour les enfants, je trouve que c'est pas très... Non. Pour le repos des enfants, oui. Faut pas, moi je suis contre. Pourquoi ça peut changer grand-chose? De toutes les manières, ça a toujours fait. Si on a pour apprendre, c'est on a qu'à apprendre. C'est pour égalité à qui. Si on coupe sur les trucs des enfants, donc les enfants seront pas contents. Là, je comprends pas, vraiment. Cette décision, je la comprends pas. Et on enchaîne avec le jeudi de l'alternance à Pointe-Noire. Employeurs et CFA étaient présents pour assurer le recrutement de leurs futurs apprentis. Le reste en images. Nous avons pour objectif dans cette manifestation jeudi de l'alternance de mettre en relation les jeunes et les employeurs. Avec les CFA, bien évidemment, les centres de formation des apprentis. Vous savez, nous sommes en début de période d'apprentissage, parce que les cours commencent en septembre. Donc, nous commençons nos jeudis dès le mois de mai. Et les jeunes sont conviés, les jeunes sont préparés. On a fait des ateliers de préparation. Nous convions les employeurs et les CFA pour venir recevoir les jeunes et leur proposer les accepter en alternance. Leur préoccupation à Pointe-Noire particulièrement, c'est de pouvoir trouver une entreprise en alternance parce que voilà, le bassin d'emploi n'est pas forcément sur la Basse-Terre. Alors nous cette année, on a un grand nombre d'entreprises quand même sur la Basse-Terre, qui nous ont demandé des apprentis dans des domaines différents et en particulier dans le domaine de vendeur conseil omnicanal, qui est une formation de niveau bac. Voilà, donc on recherche des apprentis dans ce domaine-là pour pouvoir remplir les besoins de nos entreprises. Pointe-Noire, c'est donc qui est dans la côte soulevant un peu excentrée. Les jeunes montent effectivement sur la zone centre, mais ce sont des jeunes qui répondent, des jeunes qui sont motivés et que nous voulons accompagner, même s'ils sont un peu loin de la zone centre où il y a tous les employeurs, où il y a tous les centres de formation. Il y a à peu près 600 jeunes qui passent par an au sein du centre de formation RSMA. Donc à croire que le RSMA reste toujours attractif pour les jeunes. C'est des formations qui se passent en système internat la semaine, d'accord ? Des formations où les jeunes sont hébergés, rémunérés tous les mois, par lequel ils passent aussi le permis de conduire durant leur passage, de catégorie B. Et ils profitent et bénéficient de notre réseau d'insertion dans le monde professionnel. Jusqu'à 80% de stagiaires qui passent au RSMA intègrent un contrat, obtiennent un contrat en fin de formation.
Ils sont juste un peu déçus parce que les employeurs ne sont pas là. Nous avions convié les employeurs qui avaient effectivement confirmé leur présence. Les jeunes sont un peu déçus, mais ils sont contents d'avoir fait le point avec les centres de formation. Ils ont trouvé des formations qui leur convenaient. Ils ont laissé les CV et nous avons les offres. Même s'ils n'ont pas vu l'employeur sur place, nous avons les offres et nous allons pouvoir les positionner. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et maintenant, je reçois Evie Saint-Éloi qui a été acceptée à l'École nationale supérieure de la marine. Elle est en compagnie de Diane Daillot, son professeur de navigation au LP, donc au lycée professionnel de Blanchette à Gourbert. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant d'en venir à ta réussite, puisqu'on imagine que les résultats sont tombés, ton admission a dû tomber il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. Combien de temps à peu près? J'ai eu les résultats le 5 juin. 5 juin? Oui. Donc là, tu te prépares pour le départ? Oui, là, je suis en préparation. On va en parler avec toi tout à l'heure, puisqu'effectivement, tu es dans une filière quand même assez particulière, au LP de Blanchette à Gourbert. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, au lycée de Blanchette, nous préparons les futurs marins, les futurs personnels embarqués sur les bateaux. Donc, on est les seuls en Guadeloupe à proposer ces formations. Donc, il y a pas mal de formations maritimes qui existent, mais pour préparer du personnel prêt à naviguer sur les bateaux, donc on est les seuls à proposer ces formations. Donc vous préparez les capitaines? C'est ça, on prépare les capitaines et les matelots aussi, donc le personnel d'appui aussi. Donc, on a deux formations, deux niveaux de formation. On a les CAP, le CAP maritime qui se fait en 2 ans, qui permet d'être matelot et mécanicien, donc c'est du personnel d'appui sur le bateau. Et on a le bac professionnel, donc le bac maritime, qui se fait en 3 ans. Et ce bac maritime se décline en 3 spécialités. On a la spécialité pêche, la spécialité commerce, plaisance professionnelle et la spécialité mécanicien. Donc pêche, commerce et mécanicien. Oui, donc quand ils sortent de ces formations, ils sont capitaine 200, capitaine 500 et mécanicien. Voilà. Mécanicien, c'est 750 kW. Après, en fait, on limite les brevets en fonction de... Pour être capitaine, c'est en fonction de la taille du bateau. Donc, capitaine 200, capitaine 500, il y a capitaine 3000 et capitaine illimité. Donc, à chaque fois, on peut conduire des bateaux un peu plus gros. Jusqu'au capitaine illimité, où là, on est plus limité en taille de bateau. Mais ici, en Guadeloupe, on peut aller jusqu'à quel gabarit? Jusqu'au 500, donc c'est 45 mètres, bateau de 45 mètres. Donc, quand même, déjà. Voilà, très bien. Donc, on peut naviguer dans les eaux, oui. Aller... Donc, vous êtes capitaine de bateau au moins de 500? Non, plus moi. Ah, plus? Oui, plus, oui. Moi, j'ai fait capitaine illimité. Donc, la formation, justement, qui est vive à faire à l'ENSEM, donc l'École nationale supérieure maritime. Donc, j'ai fait le même cursus qu'elle. Et puis, voilà. Donc, du coup, j'ai pu répondre à ces questions et j'ai pu l'aider. Bon, on en a discuté un petit peu hors plateau, mais peu de femmes dans ces filières. Pourquoi t'être dirigée vers cette spécialité? À savoir que je suis de l'île de la Désirade. Ah donc, toi tu es dans la mer? Oui, j'ai grandi, j'ai baigné depuis toute petite dans la mer, donc ça paraît quand même assez évident. Naturel. Oui. Donc, mais tu aurais pu t'arrêter finalement capitaine 500. Pourquoi vouloir continuer? Ça a toujours été mon objectif de conduire de gros bateaux. Ça m'a toujours impressionné et attiré, donc voilà. Est-ce que c'est pas difficile de faire sa place en tant que femme dans des formations qui sont dominées vraiment par les hommes? Il faut se faire respecter quand même, un minimum, pour qu'on ne puisse pas nous marcher sur les pieds. Mais ça a été quand même, je suis tombée sur une belle classe qui a su se montrer respectueuse envers moi et montrer que nous ne sommes pas à part d'eux. Parce que tu es la seule femme de ta promotion? Oui. Ouais, ça devait être quand même compliqué de temps en temps. Ça allait. Donc tu es prête à aller faire marcher au pas justement à l'ENSM? Oui. Très bien. Alors vous qui vous avez un petit peu ouvert la voie, on imagine, vous me disiez que ça fait 20 ans quand même que vous étiez dans le milieu, il devait y avoir encore moins de femmes dans le secteur. Est-ce qu'on a une évolution positive quand même? Ah oui, tout à fait. On a des femmes capitaines maintenant. Oui, capitaines sur des bateaux. Oh, oui. Il y a une belle évolution, les femmes font leur place. Et puis c'est vrai que sur les bateaux, en fait, ce qui compte, c'est les compétences. Donc, à partir du moment où on est compétent, où le travail est fait, donc ça roule. Hein, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de sexisme. On peut penser que physiquement, on peut penser que physiquement, il faut peut-être une condition particulière. Il faut être apte à la navigation, parce pour entrer dans ces formations maritimes, il faut passer par le médecin des gens de mer, qui vérifie notre médecin des gens de mer. Oui. Ah, vous avez un médecin spécialisé pour vous? Exactement, exactement. Et nous sommes contrôlés tous les ans ou tous les 2 ans, ça dépend du type de navigation qu'on fait. Et on a cette visite médicale où on visite donc notre vue, l'audition, et puis les urines aussi, on vérifie les substances dans les urines. Et puis oui, voilà, tous les ans. Et puis
entretien et examen général. Ah, pour pas vérifier mal de contrôles qu'on est quand apte. même. Oui, contrôle, oui, puisqu'on part en mer. Et des vous fois, manipulez on quand part même de très longtemps. gros engins. Voilà, et puis on part longtemps en mer, les secours vont prendre du temps à arriver, donc il faut qu'on soit en relativement bonne santé en partant. C'est vrai que ce sont des métiers quand même à part. On n'a pas un emploi du temps, on n'a pas d'horaire de bureau. Tu es prête pour ça? Oui. Quel type de navire, d'embarcation tu souhaiterais effectivement mener? Moi, c'est plus des navires à charge, comme des barges. Des super tankers, des trucs comme ça? Possible. Oui. Donc, je suis plus tourné sur des porte-conteneurs. Voilà, c'est plus moi. Plutôt que le croisière, passager. voilà. Après, ça n'empêche pas que je puisse aller aussi. Mais personnellement, c'est plus les j'aurais plus. Pourquoi? Tu veux pas avoir du monde? Non, du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste que je préfère avoir la responsabilité de la marchandise que de passagers parce que c'est plus compliqué aussi, parce que tu as des passagers qui peuvent être plus difficiles que d'autres. Alors que le conteneur, au moins, il parle pas. Non, je ne vais pas dire ça, mais c'est moins... Non, mais sur la responsabilité, gérer des personnes et gérer des marchandises, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. C'est une autre responsabilité aussi. Ok. Donc pas plutôt de la marchandise. Oui. Mais c'est difficile quand même, ce genre de job. Hein. Après, il faut être prêt. Dès qu'on a la motivation, on peut le faire. Oui. Donc tu es prête? Oui. Départ quand? Je vais partir fin août pour être au Havre en septembre. Septembre? Durée de la formation? 3 ans. 3 ans, donc tu es parti pour 3 ans quand même? Oui, pour arriver au capitaine 3000. J'ai 1 an de navigation à faire et après je pourrai aller à la limitée. Très bien. Donc dans 3 ans, on te revoit aux commandes de super tankers qui viennent, qui viennent sur le pont. Peut-être. C'est pas peut-être. On a déjà pris mot. Alors justement, pour les générations futures, on peut envoyer quand même un message. Ces filières sont donc ouvertes aux femmes. Il n'y a aucune difficulté à y accéder. Ah non, tout à fait. La seule limite, c'est nous dans nos têtes. On se met des barrières, mais à aucune limite. Voilà, on est aussi compétente que les hommes pour faire ce type de métier. Bon, peut-être plus, hein, faut dire la vérité. Voilà, on est beaucoup plus studieux, c'est sûr que c'est... Mais voilà, c'est différent, mais on a notre place à se faire. Il faut juste que, voilà, que mentalement, on fasse l'exercice mentalement de se dire que c'est pas un métier d'homme, qu'on peut y aller, que si on a envie de conduire des gros bateaux, on peut y aller et qu'il faut y aller. Puis on vit de belles expériences et voilà, je garde de très bons souvenirs. Donc vous avez voyagé pendant un temps et après vous êtes passé dans l'enseignement. Voilà, c'est ça. Et comme Evie, c'est vrai que moi j'ai préféré aussi les navires de charge parce que c'est vrai que c'est plus simple. Hein. Les containers, voilà, le pétrole, j'ai fait les produits chimiques aussi, ça c'est beaucoup mieux. On a juste à vérifier pendant le transport, pression, température. Voilà, les niveaux, tout ça, c'est beaucoup plus simple que les navires à passagers où quand il faut gérer les individualités, les personnalités. Et voilà, voilà. Donc, tu as signé pour ton tour du monde? Oui. Mais on te reverra passer par ici. Bien sûr, il va toujours revenir aux sources quand même. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir nous parler et de cette formation qui est donc dispensée uniquement au lycée professionnel de Blanchet-de-Courbert, mais aussi on félicite Evie pour sa réussite et le fait qu'elle ait été quand même admise à l'école nationale. C'est pas rien, donc on te félicite et on attend les résultats. Merci beaucoup. Merci encore. Merci, bonne soirée. Et on part maintenant pour la présentation des chiffres clés de l'énergie et du carbone en Guadeloupe. Et nous n'avançons malheureusement pas dans le bon sens, avec une maintenance aux dépendances fortes aux importations de charbon, de fioul et de bois. En somme, 84% d'énergie fossile sont utilisées pour alimenter l'archipel. En gros, nous sommes de mauvais élèves. Mais regardez. On se retrouve aujourd'hui pour la 11e édition des chiffres clés de l'énergie et du carbone, pour en fait faire un point sur la situation énergétique de l'année 2022 et également sur la situation climatique du territoire sur l'année 2021. Le tableau qui est affiché par l'Observatoire régional de l'énergie et du climat nous interpelle et doit nous inquiéter, je pense, puisqu'il affiche en fait une situation qui perdure malgré les nombreux efforts du territoire, une situation de dépendance aux importations. Plus de 91% de notre système énergétique global vient d'approvisionnement importé, essentiellement du charbon, du fioul et du bois, on l'évoquait tout à l'heure. Et une situation qui doit nous inquiéter aussi d'accoutumance à ces énergies fossiles. Car malgré tous les efforts entrepris depuis des décennies maintenant, nous en sommes toujours à 84% d'énergie fossile
lorsqu'on considère la globalité du système énergétique guadeloupéen. Aujourd'hui, on constate que l'ensemble des domaines d'activité sur le territoire sont relativement en baisse en termes d'émissions, sauf pour le résidentiel où ça augmente de plus de 6%, et pour tout ce qui est transport de marchandises aérien ou encore par voie aérienne ou encore par voie maritime, qui augmente aussi de plus de 8%. Il ne vous a pas échappé que nous travaillons sur la transition énergétique, puisque les chiffres montrent que la part du transport routier sur laquelle nous fournissons l'énergie est encore fortement carbonée, et 44% des émissions carbone viennent du transport, donc on ne peut que se sentir concerné. L'action au niveau de l'observatoire, c'est d'être, comme le disaient nos partenaires, être les lunettes du territoire, observer, accompagner nos politiques, accompagner aussi les acteurs du territoire à travers des publications, à travers une collecte de données. C'est une transition qui va s'étaler sur plusieurs années et qui nous conduit au fur et à mesure à fournir d'autres types de carburants qui justement vont limiter ou complètement effacer ces émissions de CO2 et ainsi contribuer à la protection de la planète. Notre objectif, c'est vraiment une ambition 100% énergie renouvelable, vu compte tenu de la richesse et de la diversité et des sources d'énergie en Guadeloupe. Nous sommes en position de pouvoir atteindre cet objectif en 2030. Et l'énergie verte en question, qui pourrait être utilisée pour effacer une partie de notre empreinte carbone, eh bien ça s'appelle l'hydrogène liquide. Et la Chambre de commerce et d'industrie sensibilise les chefs d'entreprise à une révolution capitale qu'est l'intelligence artificielle. Ces programmes capables de simuler l'intelligence humaine ont des domaines d'application quasiment illimités et représentent l'avenir des processus décisionnels complexes. Ils peuvent faire des calculs qu'on n'arrivera même pas à faire, même si on prenait des centaines d'années. De nouveaux, en tout cas, assistants informatiques ultra performants dont les entrepreneurs ne pourront certainement plus se passer à terme. Regardez. Nous avons décidé d'aborder un sujet qui suscite fascination et questionnement, l'intelligence artificielle. Donc l'objectif d'aujourd'hui est de discuter sur l'impact de l'intelligence artificielle dans nos vies, dans nos entreprises, en nous posant la question, l'intelligence artificielle va-t-elle nous remplacer? L'intelligence artificielle, c'est avant tout un outil. Ce n'est pas, comme beaucoup de personnes auraient pu l'imaginer, quelque chose qui va nous remplacer. C'est vraiment un outil qui va être une extension de ce qu'on peut faire avec notre cerveau à la base. Donc, il est là pour nous aider à aller plus loin dans ce qu'on fait, à nous faire spécialement gagner du temps et gagner en précision sur toutes les choses sur lesquelles on pourrait faire une erreur en tant qu'être humain. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est que il ne dort pas, il n'a pas faim, il n'est pas sujet aux émotions, donc il ne fait pas d'erreurs comme un être humain pourrait le faire. Et du fait qu'il ne dorme pas, il peut faire des tâches 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai que l'intelligence artificielle, on en entend de plus en plus parler depuis l'émergence de ChatGPT. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ChatGPT. Et bien sûr, c'est une formidable opportunité pour les entreprises, mais ça représente également des craintes. Donc, on est au cœur des préoccupations des chefs d'entreprise. Donc, c'est pour ça que nous avons réuni aujourd'hui 5 experts pour pouvoir vraiment expliquer ce qu'est une intelligence artificielle, lesquels mettre au service de notre entreprise et puis surtout savoir comment profiter de cette formidable opportunité. Beaucoup d'entreprises voient l'outil comme un gadget en fait ou comme quelque chose qui n'est pas encore au point ou qui potentiellement va nous remplacer. Beaucoup ont peur et aujourd'hui, je pense, surtout en Guadeloupe, on n'est pas encore arrivé au stade où tout le monde comprend bien comment ça fonctionne et quelle opportunité ça apporte. Un peu pour dissiper les peurs, puisque c'est vrai que tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Donc on est là vraiment pour pouvoir apporter la connaissance et pour pouvoir faire en sorte que les chefs d'entreprise puissent avoir les clés et qu'ils puissent profiter de ces outils pour développer leur entreprise et ne pas être en retard en fait, parce que c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut s'y mettre, parce que dans quelques mois, l'intelligence artificielle va vraiment se développer de manière exponentielle.
Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça peut s'appliquer à n'importe quel secteur d'activité, mais surtout sur des domaines spécifiques. Nous, par exemple, notre agence, on fait surtout tout ce qui va toucher au marketing, la communication, la vente et le service client. Mais ça peut aller sur les services juridiques, les services comptables. On va surtout l'utiliser dans le cadre de gestion d'entreprise et remplacer tous les métiers intellectuels. Mais j'aime pas le mot remplacer, ça va plutôt être pour améliorer les métiers intellectuels et permettre aux gens qui du coup travaillent dans ces métiers d'être plus performants dans leur métier. Ça, effectivement, c'est dans le meilleur des cas. Et la ville de Petit-Canal, elle récompense les sportifs de son territoire, une occasion de les féliciter pour les résultats obtenus lors de compétitions. Le reportage. C'est une première de réunir les sportifs de cette manière-là. Et cette année est exceptionnelle, nous avons une bonne cuvée. Donc, au lieu de les recevoir individuellement, comme chaque année où on n'avait pas autant de réussite sur le territoire, on a pensé à les recevoir ensemble afin de les récompenser, de les féliciter de leur ténacité, de leur engagement et de leurs résultats. Dans mes résultats 2022-2023, donc j'ai remporté les 10 km des Abîmes. Donc cette compétition, c'était un semi-marathon où on a aligné, il y avait la marche, il y avait les 5 km, il y avait les 10 km et puis le semi-marathon. À la saison 2022, très bien. On a été championne régionale Guadeloupe 2022. 2023, on a perdu en demi-finale 13-12. Pourtant, on menait 12-3. Mais je ne sais pas si c'était la fatigue vraiment. Mais on aurait pu gagner cette finale. La saison, elle a un peu mal commencé parce que je n'étais pas trop présent au niveau des entraînements. Mais par la suite, j'étais vraiment discipliné. J'étais là souvent. Et puis après, l'entraîneur m'a dit que j'ai un combat à faire. Mais du coup, je m'entraînais vraiment bien. Donc je suis allé et puis j'ai performé. Ce soir, on a réuni, c'est vrai, les champions, ceux qui ont remporté des titres, mais on a réuni aussi ceux qui n'en ont pas eu. Hein? Et tout ça pour pouvoir ressouder ce lien et ce besoin qu'on a de bénévolat sur le territoire et encore leur dire que nous sommes là pour les accompagner, les encourager à continuer. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous avons besoin de repères, nous avons besoin de solidarité et nous avons besoin que la population s'imprègne des différentes politiques menées. Et donc aujourd'hui, c'est une manière aussi de lancer un signal fort. La mairie honore déjà les sportifs. Et puis, donc, je remercie la ville, je remercie aussi monsieur le maire et son conseil municipal. En tout cas, je suis fier déjà qu'il reconnaît le talent et le travail que fournit tous les sportifs. Et franchement, je trouve ça vraiment très différent. Je trouve que ça apporte un plus. En fait, ça motive vraiment tout le monde. Par exemple, là moi, je m'étais dit dans la tête que j'allais vraiment essayer de me mettre de façon disciplinée. Mais le fait de voir ça, ça me motive encore plus. Et je pense que c'est la même chose aussi pour mes amis qui ont gagné cette année, qui sont passés en RO2, même pour tous les autres. Nous sommes déjà une famille pétanqueuse. Nous sommes assis à la maison et nous sommes tous des champions. Et on se rend maintenant à la concession Sogoava-Jarry pour la présentation de la 7e Corsair Foot Academy. Et cette année, les femmes entrent dans le championnat. C'est pas trop tôt, hein. Le reportage. On s'inscrit dans la durée parce que c'est une manifestation sportive qui nous tient à cœur. C'est une manifestation sportive qui porte le nom de la compagnie. Les 6 éditions passées ont été formidables étant donné l'augmentation du nombre d'enfants et de participants sur les sites. Une formidable aventure car c'est 1200 enfants depuis la création de la Corsair Foot Academy. C'est 5 centres en Guadeloupe, c'est 5 centres en Martinique jusqu'à l'année dernière. Maintenant, nous avons rajouté un 6e centre spécifiquement féminin. C'était normal pour la Corsair Foot d'évoluer d'un point de vue féminin puisque le sport féminin en général a pris beaucoup d'ampleur. Donc il n'était pas pensable de rester justement que dans la mixité ou que, entre guillemets, d'un point de vue masculin. Et donc maintenant, il y a le championnat actuellement, d'ailleurs, le championnat du monde féminin. Donc il était normal pour la Corsair Foot d'accompagner les jeunes et de leur faire comprendre que justement dans l'évolution sociétale, l'évolution des mentalités,
qu'il y ait une spécificité du football féminin. Ronnie nous a contacté l'an dernier pour pouvoir véhiculer les joueurs, les sportifs et le staff. Et en fin d'année dernière, on lui a dit, comme cet événement nous avait beaucoup plu, on lui a dit qu'on souhaitait renouveler l'opération, mais peut-être aller encore plus loin. Cette année, on s'est dit qu'il faut qu'on l'étende pour pouvoir apporter plus, pour qu'on ait encore plus de joueurs qui viennent, qu'on puisse vraiment participer et que nos jeunes en Guadeloupe puissent de leur côté être soutenus, avoir du support et puis continuer malgré tout de rêver. Nous avons décidé d'accompagner la Corsair Foot Academy puisqu'on voit que c'est une initiative pérenne, c'est une initiative qui dure depuis 7 ans. Donc il s'agit pour nous aussi de pouvoir les accompagner pour encadrer nos jeunes Guadeloupéens à travers le sport. Côtoyer toutes ces anciennes gloires permet à ces jeunes de découvrir que bon, le haut niveau, ça demande beaucoup de travail. Et c'est ce qui est véhiculé durant cette formation, la rigueur, le travail, la ponctualité. Tout ça, ça a permis justement, en plus des valeurs du sport, que la Corsair Foot Academy soit un lieu de rassemblement sportif de qualité et justement social et sociétal. Et d'ailleurs, on rappelle que les Guada Boys sont de retour au pays. Ils ont atterri il y a à peine quelques minutes, quelques heures même pas, à Pôle Caraïbes. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous, à l'écoute de nos programmes. Bisous tout le monde.